Hello à tous, vous commencez peut-être à connaître la musique, mais on est parti pour voir 10 comics qui sortent en français en ce mois de juillet, mais que c'est pas un top, juste 10 bonnes sorties que j'ai envie de mettre en avant, et qu'on en fait 10, parce qu'en fait j'aimerais en faire plus, mais ils l'ont imposé par 49.3 les saligots. Car pendant que certains tentent de voir si tous les Indiana Jones impairs sont cool, règle confirmée par 3 fois les loulous. Nous, on continue à vivre dans des pages en 2D remplies de bulles. Il fait bien chaud en ce moment, n'est-ce pas? Putain, il fait bien chaud. Bref, allons nous rafraîchir sous l'océan, non pas avec le film de la petite sirène, mais avec Aquaman Andromeda, un titre dont je vous avais déjà parlé brièvement dans le bilan 2022. Le voilà qui arrive avec une traduction française et c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes ici dans une histoire hors continuité où on peut faire tout ce qu'on veut, et c'est exactement ce que nous proposent Ramvé et Christian Ward. L'histoire, c'est qu'au fond de l'océan Pacifique se trouve le point le plus profond de toute la planète Terre, le point Nemo. Depuis le début de la course à l'espace, c'est là-bas que l'on envoie atterrir tous les vaisseaux envoyés dans l'espace. Mais voilà, parmi toutes ces carcasses, quelque chose semble se réveiller. Et alors, tout le monde, scientifiques, curieux en tout genre et soldats de diverses nations vont tenter de l'atteindre. Et ceci attire aussi le pirate des mers Black Manta et son ennemi de longue date, Aquaman, prince des mers. On a affaire ici à un titre horrifique, alors déjà magnifique de par son visuel, qui réussit à créer plusieurs semblances glauques, que ce soit à l'intérieur d'un sous-marin où plusieurs marins deviennent fous et s'entretuent, ou encore une corruption sous-marine galopante, qui ne sera pas sans vous rappeler les créatures marines et coralliennes d'un certain H.P. Lovecraft. Les fonds marins ici sont splendides et dessinés de façon à brouiller un peu l'essence et faire ressembler le fond des océans à cet espace infini qui s'étend au-dessus de nos têtes, au-delà de ce petit globe fragile qui nous sert d'unique refuge. Bref, un très bon titre, franchement. Mais bon, laissons un peu de côté l'horreur, passons un peu plus de gaieté et de bonne humeur avec la première intégrale d'une excellente série, les Tortues Ninja. Yeah, Cowabunga dudes! Oh, pas d'interférence ce coup-ci, et c'est moi, le service d'ordre aujourd'hui, ok? Une excellente série d'action et d'aventures qui redonnait leur lettre de noblesse aux chevaliers d'écaille, qui avaient un peu perdu de leur prestige, on va dire dans la fin des années 90 et un petit peu les années 2000, avec quand même quelques petits tressautements quand même très sympathiques. Mais cette série, c'est le vrai. Et dans cette intégrale, vous retrouverez ici les 12 premiers numéros donc de cette série, qui dure depuis 2011 et qui continue à être d'excellente qualité encore aujourd'hui, donc depuis plus de 10 ans. Cette histoire commence avec le groupe des tortues séparés et un Raphaël qui cherche à survivre dans les rues, tandis que l'on a aussi en flashback comment ces tortues ont été modifiées et sont devenues ce qu'elles sont. On retrouve ici les 3 premiers arcs de la série, avec des têtes connues comme le scientifique Baxter Stockman, le général Krang, et bien sûr Shredder, mais aussi des nouveaux ennemis comme par exemple le mutant Old Hob. Il s'agit d'une excellente série dont les scénarios sont assurés par un grand fan des tortues, Tom Waltz, et aussi l'un des co-créateurs des tortues en personne, Kevin Eastman. Le dessin est d'une grande qualité avec Dan Duncan aux commandes. Et vous pouvez vous dire que 12 numéros et appeler ça une intégrale, c'est un peu faible. Mais dans ce tome, vous retrouverez également 5 histoires plus courtes qui s'étaient appelées des micro-séries, qui reviennent en fait sur chacune des 4 tortues et leur maître rat Splinter. Et je ne saurais que trop le dire, cette série est une des perles de l'éditeur américain IDW, et par chez nous, c'est l'éditeur iComics qui la publie avec beaucoup d'efforts, et franchement, c'est à lire. Cowabunga! Et je sais pas si vous le savez, mais les Tortues Ninja ont un petit peu été influencées par un titre Marvel qui s'appelle Daredevil,
et ça tombe bien, il y avait pas mal de Daredevil ce mois-ci. Je sais pas, Panini s'est dit tiens, on va mettre 3 trucs Daredevil le même mois. Tiens, c'est comme si on était en train de sortir une série sur un personnage qui vient de cet univers. Et voilà qu'on ressort la première apparition du personnage d'Echo, on verra dans la série, mais qui apprendra très peu de choses aux spectateurs de la dite série, et qu'on ressort même encore une fois le run de Frank Miller, ce coup-ci en omnibus. Et vu le nombre de ressorties de ce run, j'avais pas envie d'en parler, même si c'est très bien. Et puis, dans la collection Must Have, il y a le début du run de Brubaker sur Tête à Corne. Un run excellent, qui suivait même la conclusion du run précédent, de Brian Michael Bendis, où Matt Murdock était accusé d'être Daredevil, et dans ces pages, il est en prison en attendant un procès. On a d'ailleurs ici un excellent arc de prison, sublimé par le trait de Michael Lark et les couleurs joyeusement crasseuses de Frank Darmata. La série n'a pas peur d'aller jouer un peu loin dans l'horreur de l'incarcération, joue avec le cast de la série, et est même un vrai plaisir à suivre. Oui, Daredevil va sortir de prison à un moment, mais pour faire quoi? Comment? Et en parlant de comment, d'ailleurs, comment laver le nom de Matt Murdock? Et c'est qui ce nouveau venu qui se fait passer pour Daredevil à ce moment-là? Des questions prenantes dans une excellente série. Faut savoir aussi que Brubaker est excellent dans le genre polar et mystère, et gère ses moments de narration avec la précision d'un chirurgien, et une joie sans doute un peu malsaine au vu de la crasse ambiante. C'est avec ce titre de 2006 que j'avais découvert le diable d'Hell's Kitchen, avec aussi un petit peu la série Spider-Man des 90s et le film, voilà. Mais je peux vous assurer que ce titre reste toujours aussi efficace et est diablement bon. Daredevil, diable... Vous l'avez? Ah, Lois Lane, un personnage très important de l'univers DC, puisque juste aussi vieille que Superman, excusez du peu. Un personnage qui, en plus de ses multiples apparitions dans les titres DC dès que Superman est dans le coin, a une vie assez fournie quand même en dehors, déjà dans son propre titre, Superman Girlfriend Lois Lane, pendant mine de rien 137 numéros, de 1958 à 1974, mais en plus dans de multiples scénarios où elle est plus que compétente. Bref, ça faisait longtemps qu'on attendait qu'un titre revienne s'intéresser à Lois. Arrive alors en 2019 cette série de 12 numéros, ou sous-titre d'Enemy of the People, ce qui est plus intéressant que la traduction d'ennemi public. En effet, ennemi public c'est un ennemi défini par l'autorité, par l'État, alors que Enemy of the People, ennemi du peuple, ça raconte une autre histoire, mine de rien. Et c'est très représentatif du titre. Un polar concocté par un pro du genre, Greg Rucka, qui revient sur la question du journalisme à notre époque, des contradictions qui tiraillent ce monde, des journalistes qui exposent les errements du pouvoir, et ça c'est la bonne partie du titre. Qui ensuite se perd un peu beaucoup dans des événements se passant dans d'autres titres Superman, et notamment dans cet event nommé Léviathan qui, décidément, aura fait beaucoup de mal à pas mal de séries. Greg Rucka réussit à rattraper les wagons sur la fin, mais peut-être un peu trop chichement, et demande souvent des connaissances sur ses travaux précédents sur DC, comme Checkmate ou 52. Et ce sont des titres qui ont déjà plus d'une décennie, autant vous dire que la fin vous demande une bonne connaissance de DC, malheureusement. Pour ceux qui l'ont, on se retrouve avec une œuvre avec un bon début et une bonne fin, avec un milieu malheureusement parasité par d'autres titres. Pour les autres, malheureusement, vous avez toujours un bon début, mais avec un milieu tellement parasité qu'il n'a pas le temps de vous redonner des informations essentielles, et la fin va être sans doute beaucoup plus dure à comprendre. Un titre donc que j'aime bien au final, mais je me devais de vous prévenir des difficultés possibles. Et en parlant de difficultés possibles, un tome 2. C'est toujours compliqué à conseiller. Surtout maintenant que, pour une raison peu entendable pour le consommateur, la plupart du cas, en fait, on a la conclusion de l'arc du tome 1 qui n'est plus à la fin du tome 1, mais parfois dans des tomes 2, avec cette nouvelle manie de parfois faire des tomes à 5 numéros. Et c'est le cas ici avec quelque chose qui ressemble plus à une conclusion qu'à autre chose. Il y a un petit peu d'ouverture, certes, sur ce qui va suivre après, mais c'est surtout une conclusion, quoi, le premier numéro. Bon, heureusement que la conclusion peut se comprendre à moitié sans le tome 1.
On perd sans doute pas mal de saveur, hein, certes, mais bon, un exorcisme effectué à coups de griffe par Wolverine sur le Ghost Rider et l'entité parasite qui est contenue au sein du Ghosty, ouais, ça reste quand même vraiment sympa à suivre, mais à ne pas mettre dans des mains trop jeunes, hein, parce qu'on est sur du sanglant. Pour vous faire une métaphore, c'est comme si on excisait un alien de la franchise Alien, hein, mais avec les griffes de Wolverine, dans les flammes du Ghost Rider. Et pour la suite du tome, eh bien disons que c'est un petit peu la mardasse de tous les diables, et c'est le cas de le dire, hein, avec Blackheart, le fils de Mephisto, qui veut reprendre le contrôle du Rider en même temps que des Enfers. Et aussi que le Ghost Rider va faire équipe avec Talia Warroad, une agente du FBI qui semble assez peu conventionnelle. L'histoire de Benjamin Percy n'est pas énormissime, mais assure le taf niveau divertissement, et maîtrise assez bien les voix des personnages quand même. Les dessins de Cory Smith assurent bien l'imagerie métal associée au personnage, et on a un peu de crasse dans les rues qui sied bien au titre. On a quand même une approche peut-être un peu trop meurtrière à mon goût, notamment dans le numéro avec Wolverine où ça m'a semblé un poil gratuit et forcé aussi pour que le scénario puisse continuer quoi. Vous verrez si vous lisez. Avec aussi, contenu dans ce tome, le numéro anniversaire des 50 ans du Ghost Rider avec un tatoueur chelou et une petite réflexion sur l'héritage du personnage. Loin d'une révolution, mais un bon titre pour les amateurs. Tiens, on a déjà parlé du scénariste Greg Rucka, et aussi du dessinateur Michael Lark. Et en plus, voilà Tipa qui a une intégrale du début de leurs travaux ensemble. C'est fou les coïncidences, non ? Lazarus, c'est une bonne série, jusque-là éditée en français par Glénat Comics. Bon, il y a eu un petit mercato lors des bisbilles qui sont passés avec l'espèce de semi-fin de Glénat Comics, petit ange parti trop tôt mais peut-être pas trop loin. Bref, Urban a récupéré la licence et va proposer, en plus de la fin de la série dans des tomes 8 et 9, pour ceux qui avaient la collection Glénat, va aussi ressortir les débuts de Lazarus dans une édition dite intégrale, dont le tome 1 aura les 9 premiers numéros de la série. Et Lazarus c'est vachement bien, donc on profite du tome 1 pour le recommander. Pour le coup, on est dans un futur dystopique. Ah, dystopique, comme le 3e épisode sur la science-fiction du podcast des GG Comics, qui revient sur la dystopie et le post-apo en détail. Bon sang, on a dit plus d'interférences. Et c'est toujours moi le service d'ordre aujourd'hui. Un futur dystopique, donc, où le concept d'État n'existe plus vraiment et où le pouvoir est possédé par seulement quelques familles parmi les plus riches, à peu près 16. Ouais, je vois pas trop de différence avec maintenant, en fait. On a dit plus d'interférences, là. Viens là, toi. Purin. Bon, c'est fini, là, oui, les interférences. Bon, c'est une dystopie. Et le premier qui dystopie, je stoppe l'émission. Bon, il y a ceux qui ne sont rien, appelés affectueusement les déchets, et les grandes familles, comme par exemple la famille Carlyle, protégée par Forever Carlyle, leur Lazare, leur Lazarus, des sortes de protecteurs entraînés génétiquement dès l'enfance pour défendre les possessions des familles par tout moyen possible, autant que ce soit la ruse ou la force. Mais forcément, vous vous en doutez, il y a des secrets derrière tout ça, et c'est assez prenant. Certains vous diront que c'est un titre politique, mais tous les titres sont politiques, juste celui-ci n'a rien à cacher de comment il voit le monde et de ce qu'il a à dire. On y parle notamment de famille, de l'idée de nature contre culture, ce qui nous est inhérent et ce qui nous vient de l'extérieur du système limite féodal mené par ces 16 familles fortunées. Bref, si vous n'avez jamais lu, c'est à lire, et pour ceux qui veulent un pitch marketing, c'est l'équipe de Gotham Central sur une série indé. Mais bon, c'est tellement dystopique, les pitchs marketing. Oui, bon, je l'avoue, j'ai un petit faible pour le concept de The Crow. Une sorte d'entité entre le monde des vivants et celui des morts, qui peut ressusciter les défunts afin que ceux-ci exercent vengeance contre ceux qui, par exemple, les ont tués. Rendu célèbre par le film d'Alex Proyas dans les 90s, c'est à la base une série de comics née à la fin des années 80 et qui a engendré de nombreuses petites suites. C'est le cas de ce que nous propose ici l'éditeur Vestron, publiant ici une mini-série de 4 numéros en noir et blanc qui sont sortis en 1997 et 1998 chez un éditeur aujourd'hui défunt, Kitchen Sink Press.
Nous suivons ici le policier Mark Lang, ressuscité après que sa femme et lui-même ne se soient fait assassiner par les Triades. L'ennui, c'est aussi que les Triades ont aussi kidnappé leurs 2 jeunes filles et que... disons que c'est pas très joli ce qui se passe là-dedans. C'est illégal sur les adultes et doublement sur les enfants. J'essaye de pas trop aller dans la crasse, voilà, mais ça parle de ça. Donc ouais, lisez-le en connaissance de cause. En ce qui concerne le comics en lui-même, nous avons un scénario de Christopher Golden qui tente de nouvelles choses dans le mythos de la série. Notre personnage ressuscité est, de façon compréhensible, plus attiré par le fait de sauver ses filles que de chercher la vengeance. Or, le corbeau, The Crow, et ses pouvoirs ne permettent que la vengeance. Donc ça va poser des frictions. Et les dessins de Phil Lester sont très sales, typiques de The Crow, et fonctionnent bien. C'est une bonne histoire, même si très sale et même très triste, car les histoires sont rarement joyeuses dans l'univers de The Crow. Bon, vous savez, moi, j'aime bien les barbares. Enfin, en tout cas, ceux de la pop culture. Ça veut dire que tu m'aimes pas alors? Et lui, tu lui dis rien? Bon, tu vois bien qu'il est pas dans son assiette, là. Ces mecs et ces meufs qui vivent dans un monde qui n'a pas encore fini de se civiliser, une sorte de western mais avec des épées et encore moins de règles, où est la limite entre l'homme avec une majuscule et la bête avec une majuscule elle aussi? Ce genre de choses quoi. Et bien sûr, Conan, il se situe là-dedans. Et un truc encore plus cool avec Conan, c'est que le personnage a d'emblée été conçu par son créateur Robert E. Howard comme un personnage évoluant avec plusieurs étapes dans sa vie, de mercenaire à pirate, et qui doit finir carrément roi du royaume d'Aquilonia à la fin de sa vie. C'est justement des histoires présentant cette période de souverain que cet omnibus propose de retrouver, avec les 19 premiers épisodes de la vie de l'ancien barbare devenu roi, scénarisé par celui qui a fait toute sa gloire chez l'éditeur Marvel, Roy Thomas, et accompagné au dessin par le magnifique John Buscema, et par la suite Marc Silvestri qui débutait ici. Nous sommes ici dans une bonne série des années 80 qui nous compte un Conan parfaitement fidèle à son mythos, mais dans une position bien moins souvent montrée que sa période slip de peau qui lui colle à la peau, parce qu'il est saillant dedans certes, mais qui lui colle à la peau surtout parce qu'il a beaucoup transpiré dedans, soyons francs. C'est rigolo, il y a une chose que j'adore dans le DC actuel, et c'est les histoires backup. En gros, quand tu achètes ton numéro, tu as souvent une histoire supplémentaire et souvent de bonne facture. Je pense notamment par exemple à Martian Manhunter et Power Girl qu'on a pu voir dans les titres Superman quand je dis ça. Et pendant la Justice League de Brian Michael Bendis, nous avions eu également une histoire backup de qualité centrée sur la Justice League Dark, l'équipe de magiciens actuelle de DC. Et qu'est-ce qu'on y retrouvait dans ce titre? Eh bien une équipe qui se recompose joliment, un monde de la magie en danger total, et Merlin, le magicien, avec 2 M majuscules, de retour, et pas forcément pour faire du joli. Déjà à l'époque, c'était la touche salvatrice des numéros pas ouf de Justice League, tout court, quand on devait les suivre. Ici c'est un peu pareil, l'ouvrage est un peu plombé par 2 numéros de Future State peu intéressants, mais au moins, au nombre de pages, ça nous fait quand même beaucoup plus de qualité au total. Car certains de mes personnages préférés sont ici. Que l'on parle du démon Etrigan, rimeur lié à la puissance des flammes, de John Constantine, le petit escroc au grand pouvoir, de la magicienne Zatanna et même des personnages moins connus comme Detective Chimp ou encore Ragman. Histoire en backup oblige, le récit n'a pas le temps de vraiment représenter les personnages comme il le faudrait pour les nouveaux venus. Mais il a fait ce choix pour préserver des moments de construction entre les personnages qui font beaucoup de bien au titre, et permettre de respirer entre des enjeux magiques extrêmement élevés. Ramvé, y a pas à dire, maîtrise son intrigue de fort belle manière, et Xermanico assure clairement au dessin. Bref, un titre qui parle de l'univers magique que j'adore chez DC, et qui le fait bien. Bon, encore une série de Ramvé. Bah oui, mais forcément, il y a un éditeur français qui décide de mettre en avant certains auteurs chaque mois, forcément on les voit revenir. Désolé. Mais ce coup-ci, c'est très différent. On est à Mumbai, une ville indienne remplie d'allées dans tous les sens et qui ne semble cesser de croître, finalement elle aussi dans tous les sens, remplie de vie, de foule, de bruit,
Et nous allons y suivre finalement 4 parcours de vie d'adolescents en quête de repères, et qui vont réussir à trouver ce qui va les définir en tant qu'adultes. Le tout centré autour, quand même, c'est dans le titre, de l'art du graffiti en tant qu'expression de soi, dans un monde trop grand pour nous, où l'on ne se sent qu'une fourmi minuscule et insignifiante, dans une immense fourmilière où l'on ne compte pas. Bon, j'interprète peut-être un peu, mais déjà, c'était une très jolie phrase, et c'était vraiment mon ressenti, surtout face au trait assez brut de Arnand Herké, qui nous rend un univers vraiment dense et dur. Car après tout, si un mur peut servir d'outil d'expression, si on écrit dessus, il est aussi possiblement d'autres choses. Symbole d'enfermement de soi, de repousser les éléments indésirables, peut-être d'atteindre un autre élément plus haut si l'on grimpe dessus. Et finalement, ce qui m'a marqué le plus après la lecture, c'est une question qui m'était venue en tête. Est-ce que les murs empêchent l'accomplissement des rêves? Et la fin de ces 4 histoires de vie interconnectées ne donne pas la réponse, mais beaucoup à réfléchir. Et c'est heureux. Et oui, je vous avais dit que cela pouvait arriver de la VO dans 10 comics mensuels. La règle est toujours ceci, quand un numéro 1 me tape dans l'œil. Et franchement, ce mois-ci, j'ai lu 2 numéros 1 qui m'ont tapé dans l'œil. Donc je dis juste vite fait en passant que le numéro 1 de la nouvelle série Hulk de Philip Kennedy Johnson et Nick Lane est excellent. Mais je me permets plutôt de mettre en avant de l'indé Void Rivals chez Image Comics. Une série scénarisée par Robert Kirkman et dessinée par Lorenzo De Felici, soit la team derrière Oblivion Song. Une nouvelle série dans un univers partagé en construction autour de la fusion de, on va dire, 2 franchises de jouets, mais je laisse la surprise car le titre ne semble pas s'en vanter outre mesure, donc franchement je l'ai lu en dehors de ça. On est dans le futur et la guerre semble faire rage autour de ce qu'on appelle l'anneau sacré ou The Secret Ring. Là-bas, les restes ravagés de 2 mondes sont bloqués dans une guerre éternelle autour d'un trou noir, et oui, c'est métal. Mais un pilote de chaque faction, Darak et Solila, vont s'échouer sur un planétoïde clairement abandonné, sans vie, apprendre à se faire confiance pour tenter de réparer leur vaisseau, peut-être même apprendre à se connaître, et horreur des horreurs pour un conseil militaire fraternisé. Ah, et ils vont trouver un truc lié à l'une des 2 franchises de jouets. Mais c'est traité comme une surprise, donc je ne spoil pas, et de toute façon, en fait c'est la partie que je vous ai décrite avant, qui m'avait déjà bien nappé et hypé. Donc voilà, un bon numéro 1 si ça vous tente de lire de la VO. Donc voilà, c'était la fin de ce qu'on appelle 10 comics plus 1, parce qu'il y a eu des titres VO qui étaient cool. Et voilà, donc je vais essayer de faire un aussi en août. Voilà, je promets pas qu'il sorte... Voilà, il sortira en août, je sais pas quand, parce que je serai en vacances début août, donc on va voir. Moi pour ma part, je vous souhaite à ceux qui sont en vacances de bonnes vacances, à ceux qui travaillent encore, putain bon courage, j'y suis encore, moi je finis vers bonne grosse moitié de juillet, donc voilà, donc bon courage. Et voilà, restez sur cette chaîne, va peut-être y avoir 2-3 petites choses, même si c'est les vacances, pas des grosses choses, mais des petites choses. Et voilà, et puis salut à tous, et surtout portez-vous bien.